Ok, ben, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Crespel. Je vais être votre chargé de cours pour ce semestre, mais ce semestre, pas vraiment ce semestre, puisqu'on s'arrête à la Toussaint, sur le cours de graphes et programmation dynamique. Donc je sais pas, je pense que vous êtes pour la plupart nouveaux sur ce site, que jusqu'à là vous avez vos études plutôt à Nice ou carrément ailleurs. C'est le cas, ou il y en a qui étaient déjà sur ce site? D'accord. Donc la plupart vous êtes nouveaux sur ce site. Ben, ça tombe bien parce que moi aussi je me sens très nouveau. Je commence juste à enseigner au département à cette université. Avant j'étais à Lyon. Voilà. Donc je ne vais pas beaucoup vous aider pour toutes les questions pratiques. À la limite c'est peut-être vous qui allez m'aider. Si vous apprenez plus vite que moi je vous demanderai certains trucs. J'ai oublié d'enregistrer, donc j'enregistre. Donc je vais enregistrer les cours. C'est la première information. Non, j'ai enregistré en fait. J'ai bien appuyé. Pourquoi il est parti, lui, d'accord. Non, ça enregistre, ok. Très bien. Ok, donc mais pour commencer, donc, le cours de graphes et programmation dynamique, de quoi allons-nous parler? D'abord, qu'est-ce que les graphes? Peut-être vous connaissez déjà, j'imagine. C'est un objet mathématique très simple qui est fait d'un ensemble de sommets, qu'on appelle parfois nœuds aussi. On appelle ça des sommets en général, et qui sont reliés 2 à 2 par des arêtes. D'accord? Certains sont reliés, comme ici C et E, et certains ne sont pas reliés, comme A et D. A et D n'ont pas d'arête entre eux. Mais quand ils sont reliés, c'est 2 à 2. Donc ça se dessine comme ça, des sommets reliés par des arêtes. Okay? Donc cet objet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi de la programmation dynamique, puisque c'est dans le titre de l'UE. C'est une approche algorithmique, la programmation dynamique. On en parlera quand on commencera à en faire de manière un peu plus approfondie. C'est une approche algorithmique parmi d'autres. Donc moi, je ne vais pas parler que de programmation dynamique. Le cours, il pourrait tout aussi bien s'appeler algorithmique de graphes. Okay? On va faire des algorithmes pour résoudre des problèmes de graphes et on va avoir différentes tactiques algorithmiques pour les résoudre, dont la programmation dynamique, mais pas que. Les algorithmes boutons, on essaiera de faire aussi du divisé pour régner, par exemple. Et puis d'autres algos qui tombent mal dans ces catégories. Donc on va faire les problèmes les plus classiques. À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert de résoudre des problèmes algorithmiques sur les graphes? Ça sert à résoudre beaucoup de problèmes qui se posent en pratique dans plein de contextes, bien sûr en informatique. Donc il y a beaucoup des problèmes qu'on rencontre qui peuvent se formuler en termes de graphes. Et ce n'est pas uniquement qu'ils peuvent se formuler, c'est qu'ils sont naturellement formulés en termes de graphes. C'est-à-dire que la donnée prend la forme d'un graphe, des entités reliées entre elles 2 à 2, et la question qu'on se pose sur ces données, elle se formule aussi comme une question à résoudre algorithmiquement sur un graphe. Si je m'éloigne trop du micro, l'enregistrement il va être assez pauvre, donc je vais me rasseoir. Vous voyez? C'est ça que je craignais. Voilà. C'est parce que j'ai bougé le truc peut-être. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Il faut un peu bouger la prise. Ok. Donc voilà, donc ça sert à modéliser plein de situations dans des domaines très variés, comme je disais, ça peut être en informatique, en industrie, pour des réseaux de transport, des réseaux de transactions financières qui sont des graphes, des réseaux d'énergie, en biologie, en médecine, etc. Premier exemple, en fait je m'aperçois que je n'ai pas préparé l'exemple 2. Ok, donc il n'y aura qu'un exemple. Premier exemple de problème, si vous voulez par exemple résoudre le problème suivant, implanter des lignes électriques. Donc la donnée, c'est des sites électriques qu'il faut que vous le reliez entre eux. Et il y en a certains qui sont possibles de relier parce qu'il y a des voies de communication que vous pouvez suivre avec les fils électriques, par exemple des routes, des chemins de fer, je ne sais pas quoi. Et on vous donne pour quel site vous avez des voies existantes entre les deux qu'on pourrait électrifier et quelle est la longueur du chemin à parcourir avec le câble. Et ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut faire, c'est relier tous ces sites entre eux en utilisant le moins de câbles possible. Parce que le câble, bien sûr, ça coûte quelque chose. Donc il y a beaucoup de ces problèmes qui sont des problèmes d'optimisation. Quand on dit problème d'optimisation, c'est soit pour minimiser les ressources, soit pour maximiser la qualité de service, etc. Là, on veut relier tous les sites, qualité de service fixée, et on veut minimiser les ressources utilisées pour le faire, minimiser la longueur de câble. Ça, c'est exactement un problème de graphe qu'on va regarder ensemble d'ailleurs, c'est le problème de l'arbre couvrant minimum. La solution, c'est toujours un arbre.
On va parler aujourd'hui dans le TD de ce qu'est un arbre. La solution, c'est toujours un arbre. Et là, par exemple, j'ai sélectionné les voies qu'il faudrait suivre avec les câbles pour utiliser le moins de câbles possible pour relier tous ces sites. D'accord ? Donc, vous pouvez imaginer qu'il y en a un qui est le site de production électrique, et puis tous les autres, c'est des sites à alimenter, par exemple. Ok, donc l'exemple 2, ben non, finalement pas d'exemple 2, mais vous verrez, chaque cours contient à peu près un exemple de problème. Donc les objectifs de ce cours, c'est quoi ? C'est d'abord connaître ces différents problèmes classiques qu'on peut rencontrer sur les graphes. Donc par exemple, les problèmes de plus court chemin. Nous, on parlera du problème du voyageur de commerce, minimiser des tournées, d'accord ? Minimiser la longueur des tournées. Ça ressemble un peu à ça, mais en fait, finalement, ça n'a rien à voir d'un point de vue algorithmique. Il y a un problème qui est difficile, il y a un problème qui est facile. L'arbre couvrant de poids minimum, dont je viens de vous parler. Colorer les sommets d'un graphe de sorte que deux sommets reliés par une arête n'aient pas la même couleur. Faire des flots maximum et des coupes minimum dans un graphe, ça, c'est un problème, un des plus puissants problèmes de modélisation. Ça peut permettre de résoudre efficacement plein de problèmes d'allocation de ressources, des trucs qui n'ont rien à voir avec des histoires de flow à l'arrivée. Okay. Donc ça, c'est un premier objectif, que vous connaissiez ces problèmes classiques sur les graphes et que vous soyez capable de reconnaître que là, ce que vous avez à faire, c'est justement résoudre ce problème et qu'il y a des solutions qui existent et que vous n'avez qu'à appliquer des algos connus. Et puis aussi, c'est vous familiariser avec les techniques algorithmiques qu'on utilise pour résoudre ces problèmes, parce qu'elles peuvent vous servir à résoudre soit d'autres problèmes complètement différents, ou peut-être des variations de ces problèmes où vous aurez besoin d'adapter un peu l'algo existant que vous connaissez. Donc voilà, on verra ces techniques, j'ai déjà parlé, les grandes techniques, c'est les algorithmes gloutons, la programmation dynamique, l'approche divisée pour régner, et puis on verra d'autres algorithmes qui ne rentrent pas tout à fait dans ces cases ou pas du tout. Sur l'organisation pratique du cours, le volume, donc c'est 12 heures de CM et 12 heures de travaux dirigés et travaux pratiques qui se répartiront à peu près équitablement. 6 heures de TD, je compte faire, ça veut dire 4 séances d'1 heure et demie, on fera la première aujourd'hui, et 2 séances de TP de 3 heures. Pour les TP, vous avez vu, peut-être que vous n'avez pas vu, on n'a pas de salle machine. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ameniez votre propre machine. Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui ça va poser un gros problème de se procurer une machine pour les 2 séances de TP qu'on a à faire ensemble? Non, ça va, tout le monde est équipé? Bon, ça, c'est heureux quelque part, parce que si vous voulez faire des études d'informatique, il faut que vous ayez une machine. Normalement, on devrait aussi avoir des salles machines, mais il se trouve que là, sur ce site, on n'en a pas. Donc l'évaluation de l'UE, à quoi ça va ressembler? Il y aura un examen final qui comptera, je pense, pour 60%. Vous avez vu, j'ai mis non contractuel parce que ça s'est amené à évoluer. C'est la première année que je suis chargé du cours, comme je vous disais, donc j'ai su un peu les plâtres. Ça, c'est le plan que je me suis fixé. On va voir si on respecte exactement ça. Mais il y aura un examen final qui comptera pour plus de la moitié, un peu plus de la moitié de votre note. Et il y aura 2 notes de contrôle continu qui seront un test intermédiaire sur feuille très rapide, genre un petit exercice ou alors un QCM, je vais voir, 30 minutes. Okay, ça comptera pour 20% de votre note. Et puis, il y aura un TP noté. Ce que je compte faire pour l'instant, c'est vous faire un rendu en fin d'une séance de TP et que je note. D'accord ? Parce que ça vous demande moins de travail. Mais peut-être que ce ne sera pas ça. Peut-être qu'il y aura à faire un rendu hors séance. Je vous laisse par exemple 15 jours de plus pour finir le TP et vous le rendez. On verra un petit peu ce qui est le plus facile à faire. Donc j'ai fait une page pour le cours. J'ai fait une page pour le cours que vous pouvez consulter pour avoir toutes les informations du cours. Et notamment l'emploi du temps que je n'ai pas encore mis, mais aussi les supports de cours, ils sont déjà en ligne. Ce qui est important, c'est que quand vous... Enfin les supports de cours, au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire que là, il y a le support du premier cours et du premier TD. J'ai une question. Oui. Les enregistrements, vous les mettrez en ligne? Oui, je les mettrai en ligne. Ouais. Normalement, je les mettrai sur YouTube, okay. quand ils ont marché. Ce qui est important, c'est ça, c'est que vous fassiez attention. Vous ne trouverez pas la page du cours qu'on est en train de faire. Si vous allez sur ma page, j'ai une autre page, comme je vous dis, je viens de changer d'institution. Donc j'ai une autre page qui est beaucoup plus visible que celle-là. Celle-là, elle est presque introuvable. Donc faites attention que vous êtes bien sur ma page à UNIS, pas à la page ENS de Lyon. Okay. Et donc, d'un point de vue pratique, tous les cours TD et TP qu'on fera, ils seront ici, sur le site des Lucioles, soit dans cette salle, soit dans celle qui est au bout du couloir. Je crois que c'est les 2 salles qui sont dédiées au Master 1.
Donc on sera dans une des deux salles. Voilà. Je ne sais pas trouver par exemple dans quelle salle on est, donc première chose que vous m'apprendrez, c'est où on trouve votre emploi du temps et l'affectation des salles. Comment il faut faire pour réussir cette UE? Bon, un peu comme pour toutes les UE, maintenant vous commencez quand même à être un peu expérimenté. Ce qu'il faut faire bien sûr c'est apprendre les CM par cœur. J'essaye de faire les CM légers et faciles, donc vous devez arriver à maîtriser le contenu des CM. Okay. Pour finir les deux TP qu'on fera ensemble, ils porteront peut-être sur deux sujets différents, peut-être sur un seul, selon comment je vois que c'est facile à traiter ou pas. Savoir faire les TD, au moins les exos qu'on a fait ensemble, mais aussi les autres exos qu'on laisse sur la feuille. Vous verrez, il y a en ligne déjà la correction du TD qu'on va faire tout à l'heure. C'est correction intégrale. Tous les exercices sont corrigés et je vais tenter de me tenir à ça tout au long du cours. Okay. Que faire si vous êtes perdu dans le cours? Si à un moment donné vous avez l'impression que vous nagez, que vous ne comprenez plus rien à ce que je raconte, ou que ça a toujours été comme ça, que vous ne comprenez déjà pas de quoi je parle, là c'est étonnant. Il faut poser des questions quand on est ensemble en CM. En TD aussi bien sûr, mais en TD vous le faites en général. En CM c'est moins naturel, mais posez des questions en CM. Interrompez, demandez s'il y a des trucs que vous n'avez pas suivis, s'il y a une définition que vous avez manqué, etc. On revient dessus. Moi, je préfère qu'on prenne plus de temps et que ce qu'on fait ensemble, ça soit compréhensible pour la plupart d'entre vous. Okay. Et si possible pour tout le monde. J'ai mis 2 fois poser des questions en CM parce que je pense que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que pour vous, dans vos études, vous avez compris, vous passez énormément de temps dans les salles de cours. Si c'est du temps, pas perdu, mais un peu, parce que vous prenez en note le cours, etc., bon, déjà, là, vous aurez support, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Mais ça, c'est pas très bon pour vous. Ce qu'il faut, c'est que vous rentabilisiez au maximum le temps qu'on passe ensemble. Ça veut dire comprendre le plus possible de ce que j'ai raconté pendant la séance. Donc, posez des questions. S'il y a des notions, il n'y a pas beaucoup de prérequis dans le cours, mais s'il y a des notions que vous ne connaissez pas et que moi, je prends pour acquises, vous les trouverez dans le livre « Introduction à l'algorithmique » de Cormen et compagnie. Il faut retravailler, bien sûr, les CM offline. Travailler les corrections des TD avec les enregistrements, avec les supports que je vous fournis. Et puis, il y a 2 livres que vous pouvez consulter si vous voulez voir les choses faites différemment. Normalement, dans des livres, c'est très, très léché, les livres de cours. Et il y a tous les détails. Encore une fois, l'introduction à l'algorithmique. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle, alors celui-là, il est en anglais. Je ne sais pas s'il y a des traductions françaises, je suppose que oui. Algorithm Design de Kleinberg et Tardosh. Ça, c'est très bien et je me suis quand même pas mal inspiré de ce livre quand j'ai conçu les supports de cours, même si les supports de cours, ils sont un petit peu faits à ma libre sauce. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Pas spécialement? Bon. Alors, on commence le cours qui aujourd'hui est le cours d'introduction. Donc, comme je vous ai dit, l'objet auquel on va s'intéresser, c'est un objet qui s'appelle un graphe et qui est un objet qui est fait d'un ensemble de sommets. Ici, les sommets, on les a appelés A, B, C, D, E et d'un ensemble d'arêtes. Donc, les sommets, ils sont là. Et d'un ensemble d'arêtes. Les arêtes, c'est ça. C'est les trucs qui relient deux sommets. Okay. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a 5 sommets et combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arêtes. Okay. C'est un graphe à 5 sommets et 8 arêtes. C'est ça l'objet qu'on va étudier, c'est sur ça qu'on va faire des algorithmes. Comme j'ai dit, cet objet, il est très simple et il a un très fort pouvoir de modélisation. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il y a plein de trucs qui sont naturellement formulés en termes de graphes. Bon, typiquement, ça, vous voyez, c'est des réseaux de communication, c'est des réseaux sociaux. Les exemples les plus évidents en informatique, c'est ça. Par exemple, un réseau social online, un système d'échange de messages, c'est les nœuds, c'est des gens, et les arêtes, c'est quand est-ce qu'ils se sont échangés des messages. Donc maintenant, il y a des graphes partout. Par exemple, tout ce qu'on appelle big data, grand jeu de données, système complexe, ça, de plus en plus, big data, c'est des données organisées en réseau. Système complexe, la définition, elle a tellement changé au cours des années que maintenant, c'est plutôt réseau complexe, qui est un truc bien identifié, qui en fait est un graphe, mais des graphes avec des propriétés un peu particulières. Okay. Donc nous, c'est ça dont on va parler, c'est de cet objet-là. Et dans presque tous les domaines, on en retrouve. Donc si vous voulez me tester, vous pouvez me dire un domaine, je vous dis quel est le genre de données qu'on peut trouver dans ce domaine. Par exemple, informatique, j'ai dit réseau des pages web. Communication, échange IP entre des serveurs. Les nœuds, c'est les serveurs. Une arête, s'ils ont
Alors, s'ils ont s'ils ont un câble, ou alors, au niveau logique, s'ils ont échangé du trafic entre eux. Linguistique, on fait des réseaux de mots en linguistique. Par exemple, tu as deux sortes de réseaux de mots. Donc les nœuds, c'est toujours des mots. Et on étudie la structure des langages, soit en mettant des liens qui sont les co-occurrences dans les mêmes phrases, ou souvent même un mot précède un autre dans la phrase, c'est des graphes dirigés dans ce cas-là. Ou alors tu as des graphes tout simplement de synonymie, antonymie entre les mots. Et les gens étudient un peu la structure des langages avec ce genre d'outils. Est-ce qu'il y en a un autre qui vous intrigue? Oui. Politique, typiquement, on étudie beaucoup les histoires de polarisation d'opinion. Par exemple, dans la blogosphère, avec les blocs politiques, quel bloc on essaie d'attribuer une couleur politique. Alors, c'est très facile aux États-Unis, par exemple, républicains ou démocrates. Et puis, on regarde comment ils se citent entre eux, les blogs. Ça, c'est un truc classique pour montrer la polarisation des opinions politiques dans la société. Tout ce qui est paru dans les médias là, sur des histoires de polarisation, j'ai des opinions très marquées, je parle qu'à des gens qui ont des opinions comme les miennes, ça sort de ce genre d'analyse beaucoup. Il y en a un autre qui paraît bizarre. Sciences sociales. Alors ça, sciences sociales, c'est facile. Eux, ils font ça depuis toujours. C'est les réseaux de contacts. Donc, ils étudient par exemple les réseaux, pas de contacts, mais les réseaux de relations sociales, par exemple dans une entreprise. Qui est en relation avec qui, dans le système des projets, etc. Donc là, les nœuds, c'est des gens. Et les liens, c'est simplement, est-ce qu'ils ont des relations entre eux, est-ce qu'ils se connaissent. Alors ça, c'est au niveau de toute la société, mais il y a des trucs plus précis dans les entreprises, est-ce qu'ils collaborent, etc. On peut mettre des hiérarchies là-dessus, s'ils ont une relation de subordonné à chef, etc. Donc ça, c'est très étudié en social depuis au moins 50-70 ans. Ça, ouais. Beaucoup des choses qui ont été développées pour analyser les données classiques les données empiriques l'ont été en sciences sociales, par exemple. Histoire de petits mondes, peut-être vous avez entendu parler des petits mondes, 6 degrés de séparation, vous êtes à 6 sauts de connaître n'importe qui. Ça, c'est des choses qui ont été faites, des expériences sociales qui ont été faites aux États-Unis en envoyant des lettres dans les années 70, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans les sciences sociales, ils sont très friands de la structure de réseau et de graphes. Ensuite, donc on va faire de l'algorithmique, j'ai dit, sur ces objets. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire de l'algorithmique ? Moi, je vais vous dire mon sentiment personnel. Je pense un petit peu que c'est un petit peu de la prise de tête de prof, ça, de vouloir faire de l'algorithmique. Faut pas délirer. Parce que, en fait, si on implémente bien, qu'on choisit le bon langage pour faire ce qu'on veut faire, si on fait un code qui est bien structuré, qui est bien optimisé, et qu'on le fait tourner sur des machines qui sont assez puissantes, franchement, ça suffit à résoudre n'importe quel problème raisonnable, non ? Pensez ça ou pas ? Déjà, il y a la question de ce que tu codes, en effet. Ah, mais c'est ça que je veux dire. C'est que je vais essayer de vous démontrer que cette idée-là, si vous l'avez, il faut absolument la lâcher. Ça, c'est pas vrai. Et je vais essayer de vous le montrer de façon assez pratique avant de commencer le cours. D'accord ? Parce que je veux que vous soyez convaincus de ça, sinon, ce n'est pas la peine de faire de l'algorithmique sur ces objets-là. Donc, en effet, la question qui est sous-jacente à ça, c'est qu'est-ce que tu codes ? C'est bien, de coder efficacement, d'avoir une bonne machine pour faire tourner le code, mais ton code, il fait quoi ? Et selon ce qu'il fait, il va mettre très longtemps ou il va être très rapide. Donc là, je vais vous donner un exemple que j'espère sera frappant et qui est un exemple très simple, que vous connaissez tous, je pense, que vous avez sûrement déjà implémenté. C'est le calcul des termes de la suite de Fibonacci. Donc, cette suite, elle est définie comment ? Fibo de 0, c'est 0, Fibo de 1, c'est 1, et il y a une formule de récurrence. Le Fibo de n, c'est la somme des deux précédents termes. Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Okay ? Donc, formule récurrence, on ne peut pas faire plus simple. D'accord ? Même pas de coefficient dans la formule, c'est la somme des deux d'avant. Mais d'ordre 2 quand même. Donc, une implémentation possible de ce truc-là, c'est de se tenir à la définition. Moi, je fais une fonction récursive Fibo de n, qui a deux cas terminaux. Les cas terminaux, c'est lorsque n vaut 0, ça vaut 0, on l'a dit dans la définition. Lorsque n vaut 1, ça vaut 1. Et sinon, j'ai qu'à retourner le calcul de Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Okay ? Ça, c'est nickel, c'est un code valide qui va me calculer mon Fibo de n. Donc la question, c'est, il le calcule en combien de temps ? Pour déterminer ça, je vais appeler Tn, le temps de calcul nécessaire à calculer Fibo de n. D'accord ?
Donc j'ai la formule suivante. Pour calculer Fibo de n, je dois faire quoi? Je dois essentiellement calculer Fibo de n-1, ça prend Tn-1. Calculer Fibo de n-2, ça prend Tn-2. Puis je dois faire une opération élémentaire qui est la somme. Donc j'ai mis plus une opération élémentaire. Okay. Ce genre de formule de récurrence, vous savez peut-être que ça se résout, parce que vous avez dû en résoudre un peu dans vos premières années de fac, en étudiant le polynôme caractéristique. C'est-à-dire que lui, là, il va jouer le rôle de x au carré. Lui, il va jouer le rôle de x, et lui, ça va être la constante. Donc, quand vous faites tout passer du même côté, ça vous donne x au carré moins x moins 1. Et ce qu'il faut faire pour savoir, pour résoudre la récurrence, là, sur Tn, on veut déterminer Tn, nous, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est trouver les deux racines de ce truc-là. Alors là, il y en a deux, des racines réelles. Et il y a, avec les histoires de discriminants, etc., vous trouvez que c'est 1 plus radical de 5 sur 2 et 1 moins radical de 5 sur 2. La plus grande, donc la solution de ça, c'est une combinaison des deux. Une exponentielle de ces deux-là. Donc la plus grande en valeur absolue, c'est celle-là. Donc en fait, la solution, j'aurais dû le mettre un peu plus prosaïquement. La solution, elle va avoir cette tête-là. Un truc fois ça à l'exposant n, plus un truc fois l'autre à l'exposant n. Mais l'autre, en fait, il est ridicule devant le premier. Okay, le machin qui est plus petit à l'exposant n, il se fait complètement manger en ordre de grandeur par le premier. Donc en fait, c'est pour ça que je m'intéresse qu'à la plus grande. C'est elle qui va me donner l'ordre de grandeur de Tn. Et du coup, Tn, l'ordre de grandeur, c'est exactement 1 plus racine de 5 sur 2 à l'exposant n. À une constante près. C'est cet ordre de grandeur-là. Donc cet algo, ça dit quoi? Ça dit qu'il est, il est exponentiel. Okay, exponentiel avec exposant, alors je crois que je l'ai calculé, je crois que c'est 1,163 à peu près ça. De mémoire, j'ai bien calculé. C'est plus tard dans les slides. Ok, donc un algo exponentiel. Bon, mais on a suivi la définition, on est tombé sur un algo raisonnable. Exponentiel, par contre, vous savez que c'est pas super pratique. Alors on va essayer de faire mieux. Deuxième implémentation. Là, je fais de la programmation dynamique. Bon, ça tombe bien. Donc ce que je vais faire, c'est pourquoi c'était pas trop efficace le premier. En fait, si vous regardez... Si vous dépliez l'arbre, quand il veut calculer Fibo de n, il va calculer Fibo de n-1, il va calculer Fibo de n-2, et puis il va se dire, pour calculer Fibo de n-1, j'ai besoin de Fibo de n-2 et de Fibo de n-3. Pour Fibo de n-2, j'ai besoin de n-3 et de n-4, etc. Et si vous dépliez tout l'arbre, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a une grande redondance. C'est-à-dire que lui, là, on le voit déjà apparaître 2 fois. Lui aussi, on le voit apparaître 2 fois. Et en fait, la redondance, elle devient de plus en plus grande. Donc c'est pour ça que ce machin-là, cet arbre-là, quand vous le dépliez, il a une taille exponentielle. Et c'est pour ça que votre truc, il prend une taille exponentielle. C'est parce que ça, c'est exactement les appels récursifs dans la pile. Okay, c'est l'arbre des appels récursifs. Bon, du coup, l'idée de la programmation dynamique, c'est quoi? C'est de dire... C'est un peu idiot de ne pas avoir stocké, par exemple, Fibo de n-3, puisque je vais m'en servir plusieurs fois. Donc l'idée de la programmation dynamique, c'est juste ça. C'est bête, la programmation dynamique, mais ça marche bien. On va stocker tous les résultats intermédiaires dont on va avoir besoin pour calculer les plus gros résultats. D'accord? Donc les plus petits résultats, c'est lorsque n est petit, et les plus gros résultats, c'est lorsque n est grand, là, dans l'exemple de Fibo. Et en faisant ça, on va gagner le temps de ne pas recalculer ces machins-là. Par contre, on va les stocker dans une table. Donc on va perdre de l'espace. Donc en général, la programmation dynamique, c'est ça. C'est je suis prêt à stocker, prendre beaucoup d'espace pour gagner du temps. Et il me faut une belle formule de récurrence. Bon, là, elle est un peu toute donnée, la formule de récurrence, parce que Fibonacci, il est défini de façon récurrente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réserver un tableau T de taille n dans laquelle je vais stocker mes résultats. Et je commence par mettre que dans T, en fait dans T, je mets Fibo. Donc T de 0, c'est 0, T de 1, c'est 1, et puis je vais remplir. T de 2, je vais le remplir avec Fibo de 2, T de 3 avec Fibo de 3, etc. Et bien c'est ce que je fais. Pour I de 2 à n, je mets dans T de I, T de I moins 1 plus T de I moins 2. Okay, donc ça, c'est vraiment... et à la fin, je retourne T de n que j'ai calculé à la fin du tableau. Donc je remplis mon tableau. Au lieu de faire des trucs comme ça, attendez, on va voir si je me rappelle comment me servir de tout ça. Donc je vais remplir mon tableau, je vais essayer de le faire le tableau. Qu'est-ce qu'il veut pas là? Je vais remplir mon tableau, d'accord? Donc là-dedans, je vais mettre Fibo de 0, là-dedans, je vais mettre Fibo de 1, et je vais le remplir comme ça, petit à petit, jusqu'à arriver à n. D'accord?
Et dans n, je vais calculer Fibo de n avec la formule de récurrence. Ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps de faire ça? On va regarder. Pour chaque case du tableau, j'ai quoi à faire comme opération? Par exemple, pour remplir la case d'indice I, là, T de I, il faut que je fasse quoi? Ouais, pas grand-chose. J'ai un accès à la case d'avant, un accès à celle encore d'avant. Je somme les deux. Donc ça, c'est constant. C'est 3 opérations, 2 accès, une somme. Okay. Donc en fait, ce truc-là, là, c'est bon, c'est en temps constant, ça. Okay. Alors, temps constant, j'espère que vous êtes habitués, c'est grand taux de 1. Okay. Ça va, ça, temps constant? Vous savez qu'on compte les complexités en oubliant les constantes multiplicatives et du coup additives aussi. Ok, bah du coup, j'ai temps constant pour chaque case, il y a n cases à remplir, temps total. Je fais n fois cette boucle, c'est comme ça que ça se voit dans l'algo, ouais, j'aurais pas dû aller si loin. Temps total, c'est grand taux de n au total. Donc là, c'est quand même énormément plus efficace. On est parti d'un algo tout à l'heure qui était exponentiel, et là, on vient de tomber par une idée quand même qui n'est pas très compliquée non plus, d'accord? On vient de tomber sur un algo linéaire. Grand taux de n à la place de grand taux de exponentiel à base d'un truc de n. Bon, donc là, on vient de gagner énormément de temps. En fait, on vient de passer de trucs faisables, de trucs pas faisables à trucs faisables, dans beaucoup de cas. Okay. Ça, c'est l'analyse de la complexité qu'on vient de faire ensemble. Troisième implémentation. On va utiliser un truc, on va aller encore plus vite. Donc cet exemple, je vous dis, il est très marquant pour moi. En fait, j'en connais pas d'autres, où on peut avoir un gain aussi grand par rapport à l'implémentation directe. L'implémentation directe, c'était implémenter Fibonacci en suivant la définition récursive. Donc là, on a déjà fait un gain exponentiel. On est passé de l'exponentielle n à n. Je vais continuer. Donc Fibonacci, par l'exponentiation rapide, d'abord, il faut remarquer que ces histoires, ça peut s'écrire sous forme matricielle. Okay. Donc, si vous calculez ce produit matriciel, je vais le faire. Voilà. Plus bas. 0. Je le fais par... Alors, je vais abréger Fibo de n par Fn, moins 1, et Fn moins 2. Si je fais le produit que j'ai très mal posé, 1, 0, je calcule. Alors, je calcule comme ça, vous savez, produit matriciel. Donc, ça me fait ici Fn moins 1 plus Fn moins 2, dans cette partie-là du vecteur. Et puis, ici, dans cette case, je fais 1 fois Fn moins 1 plus 0 fois Fn moins 2. Donc, ça me fait Fn moins 1. Et ça, il se trouve que ça, c'est exactement la définition de Fibo de n. Okay. Donc, au final, c'est bien comme c'est écrit là. Si vous faites ce produit matriciel, vous tombez sur en haut Fibo de n, en bas Fibo de n-1. Et regardez, on était parti de quoi? Ben, du vecteur juste à un cran de moins. D'accord? De n-1, on est passé à n, et de n-2, on est passé à n-1. En faisant quoi? En multipliant devant par cette matrice. Donc ça, je peux le faire tant que je veux. Je multiplie une fois. Donc si je pars avec Fibo de 0 et Fibo de 1, je multiplie une fois. Je vais tomber avec Fibo de 2 et Fibo de 1. Je remultiplie une fois, je vais avoir Fibo de 3, Fibo de 2, Fibo de 4, Fibo de 3, juste en multipliant à chaque fois par cette matrice, en appliquant cette matrice. Okay. C'est-à-dire qu'au final, si je veux calculer Fibo de n à partir de 1, il faut que je prenne n-1 fois la multiplication par la matrice A. À chaque fois que je prends la multiplication par la matrice A, je monte d'un cran. Donc je passe de 1 à 2 la première fois, etc. Il faut que je fasse ça n-1 fois pour passer de 1 à n. Okay. Donc j'ai bien cette expression. Okay. Mon vecteur Fibo de n-1, c'est A exposant n-1 fois Fibo de 1 fois Fibo de 0. Et vecteur Fibo de 1, Fibo de 0. Donc ça, c'est l'astuce. Ça, je ne sais pas qui y a pensé, pas moi. Mais ça, c'est une belle astuce. Et vous allez voir que ça change complètement la complexité. Pourquoi? Parce que nous, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire?
on va vouloir calculer ce truc-là. Ce truc-là, on l'a déjà. Donc si on calcule les exposants de la matrice A, c'est bon, c'est gagné, on a calculé Fibo de n. Bon, Fibo de n-1 au passage, mais il suffit de calculer les exposants de la matrice A. Et l'exponentiation, c'est quelque chose que peut-être vous avez vu dans votre cursus. Il y a une façon un peu plus maligne que le truc de base pour la faire. Donc si vous faites le truc de base, vous allez faire quoi? Vous avez A, vous allez calculer A fois A. Ça se fait en temps constant, encore, je ne sais pas combien, c'est 4 opérations, un truc comme ça, ou un peu plus. Vous refaites fois A, vous refaites fois A. Ça, c'est l'implémentation classique. Et là, vous allez le faire combien de fois? N moins une fois. Donc ça, c'est pareil, on retombe sur la complexité en grand O de n, si on le fait comme ça. Mais il y a une façon plus efficace de faire l'exponentiation d'un nombre. Donc, oubliez que ce soit des matrices, c'est anecdotique. Avec un nombre, c'est pareil, d'accord? Si c'était un nombre petit a, c'est exactement pareil. Comment est-ce que je peux calculer a à l'exposant n plus malignement qu'en faisant a fois a fois a fois a fois a fois a n fois? Oui. Si le nombre est pair, on peut le mettre au carré et du coup la puissance divisée par 2. Oui. Du coup, après, paf, on tombe sur un nombre impair. Mince. J'aurais bien aimé le refaire. Une fois, on sort une multiplication et on retombe sur un nombre pair. Puissance pair. En fait, il faut que pour que ça marche vraiment directement, il faut que la puissance elle soit un peu plus que pair. Il faut que ce soit une puissance de 2. Si tu as a à l'exposant 2k, 2 à l'exposant k, si n c'est une puissance de 2, alors ce que tu dis, ça va marcher tout le temps. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est a à l'exposant 2 à l'exposant k-1 fois a à l'exposant 2 à l'exposant k-1. Donc il faut qu'on calcule a à l'exposant 2 k-1. Et voilà. J'aurais dû le faire à l'envers. C'est pas terrible comme ça. En fait, ce qu'on peut faire, c'est faire grossir les trucs comme ça. On peut faire a fois a, ça fait a au carré. Maintenant qu'on connaît a au carré, on refait fois a au carré, ça nous donne a à l'exposant 4. Fois a à l'exposant 4, ça nous donne a à l'exposant 8. Et comme ça, à chaque fois avec une opération, on peut calculer a à l'exposant 2 fois plus. Ok? Bon, alors malheureusement, nous, le n là, ou le n-1, c'est pas une puissance de 2 a priori. Alors c'est dommage parce que ça, du coup, mettons que ce soit 2 à l'exposant k, vraiment le truc. Il faut faire combien d'opérations là? Combien de multipliés je vais faire en partant de a pour tomber sur a à l'exposant 2 à l'exposant k? Ouais, je pense à peu près k, k plus 1, k moins 1, je sais pas, mais à peu près k, d'accord? Parce que la première fois, je vais faire a fois a, je vais avoir a à l'exposant 2. Ensuite, je fais a à l'exposant 2 fois a à l'exposant 2, je vais avoir a à l'exposant 2 à l'exposant 2. Puis a à l'exposant 2 à l'exposant 2 fois a à l'exposant 2 à l'exposant 2. Ça va me faire a à l'exposant 2 fois ça, c'est-à-dire 2 à l'exposant 3. D'accord? Donc à chaque fois, je fais monter de 1 cet exposant là-haut. Donc je vais le faire k fois, à peu près. D'accord? Donc en k multiplication, je vais arriver à calculer a à l'exposant 2 à l'exposant k. Mon n, je vous rappelle que mon n dans ce cas-là, c'était 2k. Alors justement, c'est quoi k par rapport à n? Parce que moi, au départ, j'étais parti de n. Ce que je voulais, c'était calculer a à l'exposant 2 à l'exposant n. D'accord? Moi, ce que je voulais calculer, c'était a à l'exposant n. Puis je viens de m'apercevoir que n est égal à une puissance de 2. Donc j'ai dit, je vais faire k multiplication. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est k en fonction de n, c'est quoi? C'est n au carré, c'est n sur 2, c'est quoi? C'est le log à base 2 de n, exactement. K, c'est le log à base 2 de n. Okay, ça, c'est la définition. Prenez le log à base 2 de ce machin-là, paf, ça donne n. Okay. Pardon, prenez le log à base 2 de 2 exposant k, ça donne k. Donc finalement, là, ça commence à sentir très bon, c'est-à-dire que le nombre d'opérations qu'on vient de faire, c'est log de n. Au départ, c'était 1,63 à l'exposant n, ensuite on est passé à n, grosso modo, et maintenant on est en train de dire peut-être on va réussir à faire log de n.
On va réussir si n, c'est une puissance de 2. Mais n, c'est pas une puissance de 2. Mais c'est pas trop grave, ça. Oui. On peut s'en approcher en calculant la puissance de 2 inférieure. Oui, tu calcules la puissance de 2 inférieure, tu l'enlèves, il te reste un truc, et tu refais pareil. On continue avec la puissance, enfin par exemple, si on a a puissance 4, on peut faire avec a puissance 2 qu'on avait calculé précédemment, puis se rapprocher de la puissance 4. Oui, mais si tu as a l'exposant 21, c'est ça la question. Si tu as a l'exposant 21, comment tu fais? On calcule a puissance 2, avec a puissance 2 on fait Ouais. a puissance 4. Très bien. Puis, Donc on a a, on va calculer a puissance 2, on va calculer a puissance 4, a puissance 8, a puissance 16, on va s'arrêter là, parce que pour faire 21, c'est pas la peine. ensuite, on fait a puissance 16 fois a puissance 4. Alors du coup, je veux faire 21, ça va me faire, je vais prendre 16, plus 4, plus 1. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Je le prends, je mets 1, je le prends pas, je mets 0, je le prends, je mets 1, je le prends pas, je mets 0. C'est quoi ça? À l'envers d'ailleurs. Mais à l'envers, mais c'est pas grave, c'est symétrique. C'est l'écriture binaire de 21, d'accord? Donc 21, vous l'écrivez en binaire, vous allez tomber. Alors je vais prendre un truc pas symétrique pour que peut-être on s'y retrouve mieux. Vous voulez calculer ce nombre-là, a à l'exposant ce truc-là en binaire, ben c'est facile. Vous allez calculer, ça veut dire que le nombre c'est 1 fois 2 à l'exposant. Alors 2 à l'exposant 0, 2 à l'exposant 1, 2 à l'exposant 2, 2 à l'exposant 3, 2 à l'exposant 4, 2 à l'exposant 5. Donc vous faites cette tactique-là, avec vos log n opérations, vous calculez a carré, a exposant 4, a8, a16, c'est tous ces trucs-là. Vous calculez 2 à l'exposant 0, 2 à l'exposant 1, 2 à l'exposant 2, 2 à l'exposant 3, 2 à l'exposant 4, 2 à l'exposant 5. Il vous en faudra combien? Ben, log de n. Et ensuite, vous choisissez lesquels vous allez sommer entre eux, ceux pour lesquels il y a un 1 dans la représentation binaire du nombre. Donc en fait, le truc qui marche sur les puissances de 2, il marche pour tous les nombres en les décomposant sur les puissances de 2, c'est-à-dire en prenant leur écriture binaire, en disant c'est une fois cette puissance de 2, plus une fois cette puissance de 2, plus une fois celle-là. Donc log n, je calcule l'exponentiation pour toutes les puissances de 2, et ensuite je sélectionne celle que je veux. Et combien il y en a? Il y en a justement log n aussi. Ici, la longueur du nombre de bits pour écrire le nombre n, c'est pas plus que log n. Donc en premier passage de log n, je calcule toutes les puissances. Deuxième passage, je sélectionne celle que je veux, ça fait 2 fois log n, c'est grand O de log n. Okay. Donc ce machin-là, au final, si je fais l'exponentiation rapide, je peux calculer à l'exposant n en temps grand O de log de n. Pourquoi j'ai dégagé le log à base 2? Parce que de toute façon, comme je ne compte pas les constantes multiplicatives, ça peut être le log à base n'importe quoi. Vous savez que tous les logs à base quelque chose correspondent entre eux par une constante multiplicative près. Bon, c'est un détail, ça, pas très important. Ok, donc ça c'est l'exponentiation rapide. C'est un truc quand même assez simple et assez joli pour expliquer justement l'intérêt de se casser la tête à faire des algorithmes. Et donc ça marche pour les nombres, mais en fait ça marche aussi bien pour les matrices. Hein. Vous prenez du moment que calculer la matrice fois la matrice, c'est en temps constant, et là c'est en temps constant, puisque la taille de la matrice elle ne bouge pas. Du moment que ça c'est en temps constant, ben, le calcul qu'on vient de faire il est valide. Donc si on le calcule ce truc-là par l'exponentiation rapide, a à l'exposant n-1, ça prend log de n. Okay. Et donc du coup, ben, on a voilà, on a un algorithme en log de n pour calculer Fibo de n. Donc ça, c'est quand même inespéré, parce qu'on est parti d'un truc exponentiel en n. On a gagné un truc exponentiel, on est retombé sur du linéaire. Et là, on vient de regagner un truc exponentiel, parce que passer du linéaire à log, passer de n à log n, c'est encore un gain qui est aussi grand que passer de l'exposant n à n. Okay. Donc c'est vraiment, on a fait 2 fois un gain exponentiel. Ça, moi, je ne connais pas d'autres exemples comme ça, où on part d'un algorithme pas débile, un algorithme simple mais raisonnable pour résoudre le problème, et où on arrive à trouver 2 solutions qui chacune améliore de façon exponentielle la première. Ça, je ne connais pas d'autres exemples. Ça, c'est un petit rappel de ce qu'on vient de faire ensemble de l'exponentiation rapide. Ok, donc on a 3 algorithmes. On a 3 algorithmes qui, pour résoudre notre problème de calculer Fibo de n. Ok. Là, ça reste encore théorique.
Bon, parce que je ne sais pas trop quel est le gain en vrai. Je vois bien que c'est spectaculaire peut-être parce que le prof il s'énerve quand on passe de exponentielle n à n, puis de n à log n. Mais c'est pas clair qu'en pratique, ce que ça va faire pour moi, quoi. Donc, je vais essayer de vous faire un truc. C'est qu'on va faire une application numérique ensemble. Okay. Donc on va considérer que, un truc un peu fort, on va considérer que tous les atomes de l'univers, calculent pour vous, alors qui calculent vraiment fort, hein, comme un supercalculateur, on va dire. Donc on va considérer que chaque atome dans l'univers, c'est un supercalculateur, et qui calcule pour vous, et qui calcule pour vous depuis le début de l'univers. Okay. Donc vous lui avez donné le problème algorithmique à résoudre au début, juste après le Big Bang, et depuis tous les atomes de l'univers, il calcule pour vous comme si chacun était un supercalculateur. Le début de l'univers. Je vais même faire une autre hypothèse, c'est-à-dire que je vais considérer que le problème là qu'on est en train de résoudre, il est hyper parallélisable, c'est-à-dire je vais compter le nombre d'opérations qu'ils ont fait tous depuis le début de l'univers, et on va regarder combien d'opérations ça fait, et on va considérer que c'est la même machine qui aurait fait ça en série, et on va voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour le n ici, d'accord, avec le premier algo. Et on verra combien de temps ça prend avec le troisième algo. Alors il faudrait savoir combien il y a d'atomes dans l'univers. Ça, je sais que vous le connaissez par cœur, mais pas moi. Alors je vais le chercher, et pour ça il faudrait que je me logue peut-être dans notre beau réseau. Ok. Je vais demander nombre d'atomes dans... Donc vous pouvez faire l'application en même temps que moi. Hein. Nombre d'atomes dans l'univers. Combien y a-t-il d'atomes dans l'univers observable? Oui, c'est ça que je voudrais savoir, justement. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour commencer, petit, il y a environ... Accepte tout, bien sûr. Ah, non, dans un corps humain, je m'en fous. Dans un corps humain, je veux dans l'univers, moi. La première ligne de recherche de données. Ah, j'ai pas vu. Eh ben voilà, c'est ça, je veux savoir, merci. Donc 10 à l'exposant 80. Donc, nombre d'atomes, 10 à l'exposant 80. Un supercalculateur à l'heure actuelle, ça fait combien de flops? Supercalculateur flop. Ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc pétaflop, hexaflop, je ne sais pas si on est monté plus haut qu'AMC. 2022, barre de l'hexaflop. On est à l'hexaflop en 2022, c'est-à-dire à 10 exposant 18. Mais bon, on peut mettre plus si vous voulez. Allez, on va faire comme on sera l'année prochaine. L'année prochaine, on sera à zeta. Dans 2 ans, on sera peut-être à iota. 10 exposant 24, on va prendre. Je ne veux pas que vous m'accusiez d'être mesquin dans mon application numérique. Un supercalculateur, on a dit 10 exposant 24 par seconde. Maintenant, il me reste à savoir combien il y a eu de nombre de secondes depuis le début de l'univers. Alors, âge de l'univers. Âge de l'univers, 14 milliards d'années. On va prendre ça. Alors ça, attendez, ça je vais le faire à la calculette, ça, parce que je veux savoir en secondes. Est-ce qu'il y a un truc pour calculer là-dedans? Ouais. Donc 14 milliards. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 14 milliards d'années. Dans une année, si je me rappelle bien, il y a 365 jours. Je remets 366. Il y a 24 heures dans un jour. Et il y a 3600 secondes dans une heure. 10 à l'exposant 18. 12 secondes. 10 à l'exposant 18. On fait le total de tout ça.
Ça veut dire que depuis le début de l'univers, ils ont fait combien d'opérations pour nous? 10 à l'exposant 104 plus 18, 10 à l'exposant 122. Ok. 10 à l'exposant 122. Je ne sais pas si je lui demande directement à lui ça. On va voir. Log de 10 à l'exposant 122. Non, il ne prend pas facilement. 122, non. Ok, on va tomber. Je vais faire doucement 10. Non, mais je vais faire direct. On va voir s'il est capable de faire ça. Log de 10 à l'exposant 22 à base 1,63, d'accord? Moi, je veux savoir mon n. Du coup, là, le résultat, c'est combien de n je peux faire? 575. Ok. 500, n égale 575. Si tout s'y calcule pour vous depuis le début de l'univers. Si vous faites l'algo en log n, log à base 2 de n. Donc, on va prendre le log de ça. Le log de ça divisé par le log à base 2. C'est ça, hein? 10. Ok, donc. Attendez, ouais, c'est possible ça? Non, attendez, c'est pas possible ça. Ah non, parce que j'ai pris 575. C'est si, ouais, c'est ça, c'est 575. Ouais. Oui, c'est plus petit que 1024. 1024, c'est 2 exposant 10. Donc ça s'écrit sur 10 bits. Ce nombre. Donc, il faut de l'ordre de 10 opérations, avec une constante multiplicative près. Peut-être il faut 3 fois, 4 fois, 10 fois. Mais bref, ici, ça, le log de n, il vaut 10. Donc, combien de temps il va falloir pour calculer Fibo avec cette truc-là? Même pas quelques millisecondes, quoi. D'accord? Sur une machine, sur la mienne, hein, sur mon laptop un peu vieux. Et je vais faire ça en de l'ordre de la milliseconde. Ok? Contre tous les atomes de l'univers qui calculent comme un supercalculateur depuis le début de l'univers. Ok? Donc vous voyez que là, c'est vraiment, on passe vraiment de infaisable à faisable. Okay? Plus que faisable à extrêmement rapide. Il y a une petite blague là-dedans, si vous regardez bien. Il y a quand même une petite blague, c'est la taille de stockage des nombres. Parce que, en fait, là, j'ai négligé la longueur des entiers sur lesquels je faisais des opérations. En fait, là, c'est pas négligeable. Parce que Fibo de 575, il a, du coup, c'est le nombre, c'est pareil que la complexité, c'est le nombre 10 exposant 122. Donc, il est énorme. Donc, déjà, le stocker, c'est un problème. Mais en termes de nombre d'opérations qu'il y a à faire, vous voyez que la complexité, elle est quand même sans rapport. Donc c'était ça que je voulais vous faire voir, pour vous dire que c'est pas juste de la prise de tête de gagner quelques pouillèmes sur la complexité en faisant des idées très esthétiques et très compliquées. Non, vous passez simplement d'un truc que vous ne ferez jamais à un truc que vous pouvez faire. Et même dans certains cas que vous pouvez faire en claquant des doigts. Donc claquer des doigts, c'est si vous faites une application. Si vous faites une application, il faut que ça soit rapide, comme un claquement de doigts, parce que celui qui interroge l'application, il ne veut pas attendre une semaine. Si c'est vous qui faites pour vos besoins personnels, par exemple, vous optimisez un truc pour votre boîte, vous pouvez calculer une semaine, 3 semaines, peut-être un mois. Mais vous voyez qu'on passe rapidement à des trucs complètement invraisemblables. Il faut calculer depuis toujours avec des supercalculateurs qu'on n'a pas du tout. Ok, donc ça, j'espère que ça vous marquera et que vous retiendrez que vraiment, en faisant différentes approches algorithmiques, même sur un problème très simple, on peut passer de quelque chose de complètement déraisonnable à quelque chose de très, très, très efficace. Ok, pour le dernier quart d'heure de cours qui nous reste, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on passe un peu sur les notions de base qu'on va utiliser dans les graphes. Donc là, est-ce que vous avez des questions d'abord sur ce qu'on a fait? Est-ce que du coup c'est clair ce qu'on va faire pour vous? On va étudier l'objet graphe et on va faire des méthodes algorithmiques pour résoudre efficacement des problèmes dessus. Est-ce que c'est clair pour vous pourquoi on va faire ça? Sinon, on prend un peu plus de temps. Il ne faudrait pas faire quelque chose que vous ne voyez pas pourquoi on fait ça. C'est bon pour vous sur les motivations? Ok.
Donc maintenant, parlons un peu des graphes. Donc les notions et les notations de base sur les graphes. Donc un graphe, en général, on l'appelle G. Et on note un couple VE. V, c'est les sommets. Et E, c'est les arêtes. D'accord? Donc les sommets et puis les arêtes. Donc moi, une arête, par exemple, entre U et V, je vais la noter UV. C'est pas la vraie façon de noter. La vraie façon, c'est que ça, c'est un couple. C'est pas un couple, c'est une paire. Donc la vraie façon de noter une arête dans un graphe non orienté, vous avez vu que j'ai commencé par parler des graphes non orientés, ça serait comme ça. Moi, je note UV ou VU. C'est-à-dire que je me fous du sens. Pour moi, ça veut dire la paire UV. D'accord ? Attention, parce que quand on fera des graphes orientés, je le noterai pareil, mais là, ça ne voudra pas dire pareil pour moi, UV et VU. D'accord ? Donc pour l'instant, pour moi, quand on fait des graphes non orientés, UV et VU, c'est pareil. Vous devez savoir si on parle d'orienté ou de non orienté. Ok. Donc ça fait plus léger pour noter les arêtes. Deux sommets, on dit qu'ils sont adjacents ou voisins lorsqu'ils sont reliés par une arête. Tout simplement. Ça, c'est deux sommets voisins ou deux sommets adjacents. Le voisinage d'un sommet U, c'est quoi ? C'est tous les sommets qui lui sont adjacents. Okay ? En général, on le note N de U. N, ça vient de l'anglais, c'est neighborhood. Voisinage. Donc c'est voisinage d'U. Un chemin, une notion un petit peu plus sophistiquée, mais que vous devez connaître, je pense. Un chemin dans un graphe, c'est... alors, il y a plusieurs façons de le dire. Soit on parle d'une suite de sommets, soit on parle d'une suite d'arêtes. Là, j'ai choisi de vous le proposer comme une suite de sommets. C'est une suite de sommets qui sont 2 à 2 reliés par une arête. D'accord ? Exemple. Voilà un graphe. Voilà un chemin dans ce graphe. E, I, M, L, G, H, D. C'est un chemin très long de E à D. J'aurais aussi pu faire un chemin de longueur 1 avec une seule arête, mais j'ai fait E, I, M, L, G, H, D. Okay, c'est un chemin. Voilà. Il y a des chemins qui repassent par le même endroit. C'est pas interdit. J'aurais pu faire un chemin comme ça. Mais nous, on va pas trop parler de ces chemins-là. Souvent, je rajouterai un chemin simple. Un chemin simple, c'est un chemin qui ne contient pas 2 fois le même sommet. Ok, donc chemin, on a dit ce que c'était. Cycle, c'est un chemin dont le point d'arrivée et le point de départ sont confondus. Okay, donc là, par exemple, un cycle en bleu, ça serait quelque chose comme ça. Okay, même question, il peut être simple ou pas simple, il peut se recouper sur lui-même ou pas. Mais nous, on s'intéressera principalement au cycle simple. Une clique, c'est un ensemble de sommets qui sont 2 à 2 adjacents. Typiquement, c'est ça. Vous trouvez un ensemble de sommets dans le graphe où ils sont tous voisins les uns des autres. Voilà une clique à 4 sommets. Okay. Une clique à 5, il faut en rajouter un 5e qui voit tout le monde. C'est ça une clique. Et la contrepartie, on va bientôt dire le complémentaire, c'est un stable. C'est-à-dire c'est un ensemble de sommets qui ne se voient pas du tout. Ils ne sont pas du tout adjacents entre eux. Il n'y a aucune arête entre ces sommets. D'accord ? Donc là, par exemple, voilà un stable à 6 sommets. Il n'y a pas d'arête entre eux. Okay. Donc une clique, un stable. Voilà. On parlera de ça à un moment donné, mais pas de suite. Pour l'instant, on va surtout parler de chemin de cycle aujourd'hui. Autre notion de base, le graphe complémentaire. Le graphe complémentaire, c'est celui dans lequel on change les arêtes en non-arêtes et vice-versa. Donc par exemple, le complémentaire de ce truc-là, si je le fais en rouge, donc il a les mêmes sommets, mais pas les mêmes arêtes. Voilà, ça doit être ça. Il manque une ? Non. 4 sommets, 6 arêtes, c'est bon. Voilà. Okay. Donc le complémentaire du bleu, c'est le graphe rouge. Même ensemble de sommets. Donc si je le fais vraiment comme il faut, il y en a un de sommet qui est isolé, vous voyez ? Et comme ça. Voilà. Ça, c'est le complémentaire du graphe bleu. Ok. Le graphe induit par un sous-ensemble de sommets. Ça, c'est important. On ne viendra pas de suite dessus, je pense, mais quand même bientôt. Si j'ai un graphe, je vais faire sur le gros exemple qui précédait. Et je vais utiliser mes outils très sophistiqués. New page. Voilà. Du coup, j'ai perdu. Je vais faire un exemple de quoi ? Un exemple de graphe induit. L'exemple de graphe induit, si je sélectionne un ensemble de sommets, graphe induit c'est ça, je sélectionne un ensemble de sommets et je fais le graphe que entre ces sommets
avec les mêmes relations que ce qu'ils ont dans le graphe original. Par exemple, je sélectionne ces sommets. Le graphe induit, c'est ça. Je vais le faire là, en petit. C'est ces sommets avec toutes les arêtes qu'ils ont entre eux. Ok? Voilà. Ça, c'est le graphe induit. Oui? Manque une arête? Non, je ne pense pas. J'ai pris toutes les arêtes qui étaient entre deux sommets bleus. D'accord? Toutes les autres qui ont un sommet bleu et autre chose, je les oublie. Ou qui ont que des autres choses, je les oublie. Voilà. Ça, c'est toutes les arêtes qui sont avec deux extrémités bleues. Okay. Donc un graphe, on dit qu'un graphe, il est connexe si je peux trouver un chemin pour aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre. Donc typiquement, là, la grille, elle est connexe. Okay. Je peux aller de n'importe où à n'importe où, c'est facile à voir. Elle est en un seul morceau, en fait, ça veut dire. Hein. D'accord, je peux aller de là à là, si j'ai envie. Je sais que je vais trouver un chemin, comme ça, par exemple. Etc. Donc c'est ça un graphe connexe, je peux aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre. Un graphe pas connexe, c'est par exemple ça. Ça, c'est pas connexe, parce que expliquez-moi comment aller de là à là par un chemin. Je ne peux pas. Il n'y a pas de suite d'arêtes qui va me conduire de là à là. Lui, il est tout seul. Donc ça, c'est pas connexe, par exemple. Et quand on a un graphe pas connexe, on parle de ses composantes connexes, c'est-à-dire des bouts connexes qui composent le graphe. D'accord ? Donc là, par exemple, sur cet exemple un peu facile, les composantes connexes, il y en a deux. Celle que j'entoure en bleu, plus ce sommet tout seul. Ça fait deux composantes connexes. Comment ? Non, je disais juste, du coup, on peut être connexe tout seul. Le graphe lui-même peut être connexe. Ah oui, non, tu veux dire un sommet tout seul ? Oui, un sommet tout seul, on considère que c'est connexe. Okay. Parce que tu as une suite d'arêtes vides qui va du sommet au sommet. Mais oui, c'est un cas limite, en effet. Un sommet isolé tout seul, c'est une composante connexe. Il y a une définition formelle, je ne m'attarde pas dessus. Composante connexe, une façon de parler, de définir mathématiquement ces bouts connexes qui composent le graphe, c'est de dire, je regarde une sous-partie x telle que le graphe induit est connexe, le graphe induit par x est connexe, et x est maximal pour cette propriété. Ça veut dire, je définis un bout maximal connexe. Voilà. Bon, de façon visuelle, c'est très simple, c'est les bouts déconnectés entre eux. Okay. Donc peut-être je fais un graphe un peu mieux avec 3 composantes connexes, par exemple. Voilà un graphe à 3 composantes connexes. Ça, c'est un graphe G. Il a 3 composantes connexes. 1, 2, 3. Okay. 3 bouts. 3 bouts complètement disjoints entre eux, pas reliés par des arêtes. Ok. Et puis on va faire pareil. On va faire pareil dans les graphes orientés. Je ne vais pas trop en dire là-dessus. C'est quoi les différences ? C'est que déjà, on ne parle plus d'arête, mais d'arc. Et on le note A à la place de E. C'est des notations qui viennent de l'anglais. Hein. E, c'est edge. Arête, en fait, c'est edge. Et A, c'est arc. Donc, on a des arcs, c'est-à-dire qu'on a, en fait, visuellement, c'est ça. Hein. C'est juste des sommets, mais il y a des arêtes, mais elles sont orientées. Sauf qu'en fait, on peut avoir les deux orientations entre deux sommets. C'est-à-dire, je peux avoir un arc dans un sens et un arc dans l'autre. Okay ? Donc voilà, ça, c'est un graphe, orienté. Okay. Vous pouvez avoir des coupes de sommets qui sont reliées par deux arcs dans la direction opposée. Pareil, on parle de sommets adjacents, et en fait, la différence, c'est qu'on parle de voisins sortants. Donc, les voisins sortants de U, c'est ceux vers lesquels U a un arc. Donc, ici, les voisins sortants, c'est lui et lui, ils sont sortants. Et lui, c'est aussi un voisin entrant. Les voisins entrants, c'est ceux qui ont un arc vers U. D'accord ? Donc là, je vais faire un exemple un peu plus parlant. Voilà, ici, des entrants, il y en a deux. Et vous voyez qu'un sommet, il peut être à la fois voisin sortant et voisin entrant. Ok, donc il y a des voisins sortants, des voisins entrants. Quand on parle du voisinage d'un sommet, du coup, on distingue. Le voisinage plus, c'est le voisinage sortant. Les sommets vers lesquels U a un arc, et puis les sommets depuis lesquels il y a un arc vers U. Et donc là, bien sûr, dans ce contexte, UV, ça n'a rien à voir avec VU, c'est dans le sens opposé. Un chemin orienté, c'est un chemin où tous les arcs sont dans le même sens. Okay ? Donc exactement comme vous l'imaginez, un chemin orienté, il n'y a pas d'arc à rebrousse-poil. Ils sont tous orientés de l'origine vers la destination.
Okay, c'est ça un chemin orienté. Un circuit, c'est pareil. Un circuit, donc c'est un cycle orienté, et ils sont tous orientés dans le même sens de rotation. Et nous, on va les parcourir en suivant les flèches. Okay. Une clique, c'est pas trop utilisé, mais une clique, ça serait pareil. Un ensemble de sommets où il y a tous les arcs possibles entre eux. Et un stable, c'est l'ensemble de sommets dans lequel il n'y a pas du tout d'arc. Exactement comme dans les graphes non orientés. Donc exemple, en orienté, qui peut me donner un joli chemin orienté qui part de N et qui arrive, je ne sais pas où vous voulez, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse aller partout en partant de N. N, S, M. Voilà, on suit l'arc dans ce sens-là. S, M, on suit l'arc dans ce sens-là. Okay, voilà un chemin de longueur 2. Donc la longueur des chemins, c'est le nombre d'arcs. Il y a 3 sommets, mais il y a 2 trucs. Un cycle, est-ce que je peux faire un cycle qui contient I? I comment? I, N, I. Ouais, c'est un peu particulier, mais oui, d'accord. En effet. I, N, I. Ok. Donc voilà des exemples de chemins de cycle. Okay. Un cycle un peu plus lent peut-être. Est-ce que là je peux retomber sur mes pattes en partant comme ça? Pas trop, hein? Non, je peux pas. Q, R? Ah ouais, voilà. Ok. Si je le fais comme ça, j'ai un cycle à longueur 4. Okay. Là, on pouvait passer par W, X, T, N. On... Sur S. Où ça? Ici, là? Q, ah ouais, Q, W. Ouais, ensuite X. Et non, S c'est à l'envers. T. T. On redescend sur N. Sur N. Ouais, on va à S. S. On descend sur M et on revient sur R. M, R, c'est magnifique. Il est très long celui-là, il est très beau. Je vais le faire. Donc ça, tu as fait comme ça. Q, V, W, X, T. En suivant celui-là. N, S, M. Ah mince, je ne suis pas du bon côté. C'est l'autre. M, R, voilà. Ok, un exemple un peu plus sophistiqué d'un cycle orienté. Tout est dans le même sens. C'est ça qui compte dans les trucs orientés. Chemin, cycle, tous les arcs dans le même sens. Pas de trucs comme ça. D'accord? Pas ça. Non, ça marche pas. Ça, c'est pas bien. Ok. Dans les graphes orientés, on a aussi les notions de complémentaires, de graphes induits. Et on parle de composantes fortement connexes, mais je ne vais pas en parler parce qu'on ne va pas faire ça dans l'immédiat. Oui. Juste, je vais vous dénoncer. C'est quoi la différence entre composante fortement connexe et un cycle? Composante fortement connexe et un cycle. Dans les composantes connexes, il y a des cycles, en effet. Donc, composante fortement connexe, il y a une définition. Deux définitions sont différentes, mais il y a un rapport, en effet. C'est que dans une composante fortement connexe, tu peux aller de n'importe où à n'importe où. Mais avec les arcs orientés comme il faut. Donc, tu peux aller de U à V par un chemin orienté, et on peut revenir de V à U par un chemin orienté aussi. Voilà, c'est ça, composante connexe. Donc oui, ça fait des cycles. Il y a des cycles un peu à plein d'endroits. Mais il n'y a pas de rapport trop direct entre les deux. Si par exemple tu as un graphe qui est qu'un cycle orienté, ok, c'est une composante fortement connexe. Parce qu'en effet, si ton graphe c'est exactement ça, ouais, au moins il y a ce rapport-là. Si ton graphe c'est exactement ça, eh ben celui-là il est fortement connexe parce que tu peux aller de n'importe où à n'importe où par un chemin orienté. Il suffit de tourner dans le bon sens, de suivre le sens du cycle. Okay. Ouais. Et par exemple, donc ça c'est peut-être un peu plus dur à voir. Celui-là, il a combien de composantes fortement connexes de graphes? C'est pas évident, celui-là. Une seule? Non, je pense pas. Plus que 2. Moi, j'en aurais compté 4. Une ici. Celui-là, il est tout seul, je pense, parce qu'il peut aller vers lui, mais il ne peut pas revenir de lui. Okay. Donc, lui, il est tout seul, et les deux autres aussi, ils sont tout seuls. Parce que lui, c'est pareil, il peut aller vers les autres, mais il ne peut pas revenir. Par contre, si, regardez comme c'est sensible, si je change lui, voilà, si lui, je le mets dans le bon sens,
Là, tout cela, je peux aller de n'importe qui à n'importe qui, donc ils deviennent une seule composante connexe. Par contre, j'en ai toujours deux séparés, parce que là, je peux aller de L vers L, mais je ne peux pas revenir. Donc, composante fortement connexe, voilà, c'est ça. Il y a quand même des arcs entre les composantes fortement connexes, mais ils sont tous dans le même sens. Vous ne pouvez pas avoir un arc qui va de la composante A vers la composante B, et puis un arc qui revient de B à A, sinon ça serait la même composante fortement connexe. Okay. Mais ça, on ne va pas trop en parler, peut-être même on n'en parlera pas du tout. Quelques variations, bien que ce soit un sujet classique, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de l'aborder. Il y a d'autres trucs que je veux faire avec vous. Quelques variations très utiles des graphes, c'est qu'on peut mettre des poids sur les arêtes. Donc là, je parle que des graphes non orientés, mais en fait, c'est pareil pour les graphes orientés. Donc je peux mettre des poids, qui sont des réels en général. Okay, je peux dire que celle-là, voilà, elle est pondérée racine de 2, celle-là, c'est 3, puis celle-là, c'est 4. Je peux faire des graphes avec des poids sur les arêtes, c'est souvent très utile. Comme par exemple dans le problème que je vous ai montré sur les lignes électriques, où on mettait la longueur du chemin à parcourir. On peut faire des multigraphes. Des fois, c'est utile d'avoir des graphes dans lesquels des coupes de sommets peuvent avoir pas seulement une, mais plusieurs arêtes entre eux. Certains en ont qu'une, et d'autres en ont 2, 3, 4. Voilà. Okay. Ça, c'est multigraphes, c'est utile parfois. Et aussi, s'il y a besoin pour des questions de modélisation, ça peut être utile de mettre des boucles sur les sommets. En général, c'est plus en orienté, je pense, qu'on a vite envie de se servir des boucles. D'accord, une boucle sur un sommet, c'est une arête, que les deux extrémités, c'est le même sommet. En orienté, ça peut servir, me semble, mais en orienté, c'est plus naturel. Je ne sais pas, par exemple, si vous faites le graphe des SMS, qui envoie des SMS à qui? Bon, vous pouvez vous envoyer un SMS à vous-même, ça marche, ça. D'accord? Donc voilà, il s'est envoyé un SMS à lui. Okay, donc on garde des trucs comme ça. Ok, eh ben, on va s'arrêter là pour le cours. On va faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure, et puis on reprend. Vous préférez 10 minutes ou un quart d'heure? Vous préférez un quart d'heure? Ouais, allez, un quart d'heure alors.